Je viens de lancer la VOD du Tech Talk. Bien évidemment, ceux qui regardent en live, vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent en différé sur YouTube, pendant que moi je vais vous faire un petit sommaire des news qu'on va aborder aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec des petites news sur Cyberpunk. Voilà, c'est une petite news sur l'E3. Ensuite, on va parler de long, en large et en travers de AMD. Notamment, il y a des benchmarks qui ont leak, donc Zen, et aussi de Navi. On va ensuite aussi parler d'un petit peu d'NVIDIA très vite fait. On va ensuite revenir sur une news de la semaine dernière qui concerne Reshade et le ray tracing. Et ensuite, on va s'attaquer au gros morceau qui concerne Huawei. Huawei et le ban qui a été décidé par les USA sur Huawei. Donc ça va être un petit peu plus long, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc on va passer assez rapidement sur les premières news, je pense, parce que vraiment on va essayer de s'intéresser plus à Huawei, même si je ne suis pas un expert, j'ai essayé de suivre ça un peu de près, mais il y a beaucoup d'informations, c'est extrêmement dense, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment, qu'on suspecte, qui sont encore spéculatives, beaucoup d'incertitudes sur le futur, etc., etc. Mais on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Puis bon, je vais essayer de pas trop donner mon avis, parce qu'en vrai, j'ai pas trop. Ah, je trouve que c'est un peu un move à la con de la part des USA, mais d'un point de vue politique, ça peut justifier, mais on va pas rentrer là-dedans trop, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Bon, alors, vous avez bien dit bonjour à YouTube, c'est parfait. Allez, on va pouvoir commencer tranquillement ce petit Tech Talk. Et donc je disais qu'on va commencer avec une news qui concerne du coup le 3 et plus précisément Cyberpunk. Donc un jeu que tout le monde attend, hein. Tout le monde attend Cyberpunk 2077. Ça fait depuis 2012 que ce jeu nous a été teasé. Ah oui, 2012, 3 2012. Première vidéo trailer de Cyberpunk 2077. Ensuite plus rien pendant environ 4-5 ans. Et ils sont revenus après avec d'autres vidéos de trailer, des annonces, une vidéo de gameplay qui est sortie il y a 4-5 mois de 45 minutes, qui est plutôt pas mal. Et là, apparemment, c'est la période de crush. Ce qu'on appelle une période de crush, c'est une période où les développeurs bossent comme des acharnés, 50, 60, 70 heures, donner un chiffre, c'est toujours plus haut, d'heures par semaine, pour essayer de sortir un jeu qui soit poli, fini, complètement, sans bug, et de le sortir à temps. Ça arrive quasiment dans toutes les compagnies de jeux vidéo avant la sortie du jeu, genre le mois ou les 2 mois avant la sortie d'un jeu, il y a toujours une espèce de période de rush qui s'enclenche pour s'assurer que le jeu soit vraiment fini, etc., etc. C'est assez rare quand il n'y a pas de période de crush. Metro Exodus, par exemple, il n'y en a pas eu, pas trop, parce que le jeu a été genre annoncé fini 1 mois avant sa sortie. Il était passé en gold. Ce qu'on annonce quand un jeu est passé en gold, c'est que genre il est dans sa version finale, il est déjà tout peaufiné, tout bien. Donc ça c'était 1 mois avant sa sortie et du coup ils l'ont même sorti avant, genre une semaine avant la date originale. Mais bref, donc Cyberpunk c'est prévu pour fin d'année 2019, certainement novembre 2019, quelque chose comme ça. Je sais plus si on a une date précise, je pense pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que CD Projekt Red, excusez-moi, va en parler lors de l'E3. Ils l'ont dit, on a un mois très très excitant qui s'en vient, comme c'est dit dans ce magnifique titre. À l'E3, c'est un gros événement pour nous et vous allez entendre parler de Cyberpunk 2077 beaucoup lors de cette E3. Vous allez avoir beaucoup de nouveaux détails, la date de sortie très certainement, etc. Mais également aussi peut-être d'autres jeux, parce que CD Projekt fait aussi par exemple d'autres jeux comme le jeu de cartes Gwent. Il y a un jeu standalone Gwent qui fait un peu concurrence à Hearthstone sans faire concurrence à Hearthstone parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs, etc. Mais il se peut qu'on ait du coup la date de sortie, des autres démos de gameplay sur Cyberpunk, etc. et beaucoup plus de détails. On ne sait pas encore à quelle conférence ils seront. Ça sera certainement au PC Gaming Show parce que je ne pense pas qu'ils aient de conférence dédiée. Donc ça sera très certainement lors de la conférence PC Gaming Show. Voilà. Bon. Deuxième news. Alors, deuxième news, ça concerne CryEngine. CryEngine, c'était aussi un truc dont on avait parlé il y a très 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 longtemps. J'essaie de trouver un truc qui... Ouais, bon, on va dire que...
Ouais, on va prendre celui-là. Le texte est un petit peu coupé, mais c'est pas grave, vous avez le principe. Ils avaient sorti une démo qui tournait enfin qui avait été faite avec leur moteur 3D de rendu qui s'appelle le CryEngine justement. C'était Crytek qui avait fait ça, dans lequel ils présentaient du ray tracing qui tournait sur une AMD Vega 56. Donc une démo dans laquelle il y avait plein de réflexions, etc. Ça utilisait du ray tracing en temps réel, mais ça ne tournait pas sur une carte RTX, ça tournait sur une AMD Vega 56. Et c'était plutôt impressionnant. Alors, ils sont revenus justement sur cette démo qu'ils ont fait en expliquant un petit peu comment ça avait été rendu possible, quelles technologies ils avaient utilisées, etc., etc. Bon, pour faire simple, la démo de Crytek n'utilisait pas que le ray tracing comme ce qu'on voit sur les RTX, sur les GTX, etc., sur Metro Exodus et tout, et tout. Ça utilisait une technologie que eux ont mis au point et qu'ils ont nommé le SVOGI, ou Sparse Voxel Octree Global Illumination. C'est un mot absolument horrible à prononcer en anglais, qui est connu aussi sous le nom de Voxel Global Illumination, donc, et qui utilise des cônes de voxels. Alors, c'est une méthode de rendu assez compliquée à expliquer parce que c'est plutôt mathématique. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un voxel. Et même moi, à l'heure actuelle, mes souvenirs d'école d'ingé sont partis en fumée, et un voxel, je vous avouerai que j'ai plus aucune idée de ce que c'est. Je sais que c'est un truc qui a à voir forcément avec l'espace et de la 3D et des lignes 3D, etc. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que ces technologies et justement ces cônes de voxels permettent d'avoir des très bons éclairages, des très bons reflets, des très belles ombres qui se rapprochent du coup d'un rendu photoréaliste, et c'est possible de faire tout ça en temps réel. Et notamment apparemment ces voxels Global Illumination, donc cette technologie, serait par exemple utilisée un petit peu dans Kingdom Come Deliverance, le jeu qui est sorti un petit peu l'année dernière, et aussi dans Hunt Showdown, qui est aussi un jeu qui est sorti il y a quelques années et qui est encore en early access. Bon, donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont combiné justement cette techno avec du ray tracing pour calculer leur scène. C'est-à-dire que les objets qui se reflétaient parfaitement, les trucs comme l'eau, les trucs très très réfléchissants, le métal poli, etc., ils étaient obligés d'utiliser du ray tracing. Par contre, les surfaces qui se reflétaient pas forcément très très bien, les surfaces qui n'étaient pas réfléchissantes à 100% ou à 80%, et bien justement, ils utilisaient des méthodes traditionnelles pour les calculer, donc en utilisant les cônes de voxel, plutôt que d'utiliser le ray tracing, parce que c'est beaucoup moins gourmand en performance, ces cônes de voxel. Et ce qui fait que du coup, ça permettait de pas du tout calculer tout en ray tracing, toutes les réflexions en ray tracing. Ils gardaient le ray tracing, le vrai ray tracing, pour calculer seulement les surfaces qui étaient très réfléchissantes et sur lesquelles ça allait avoir sur lequel ils ne pouvaient pas utiliser l'autre technologie. Donc ce qui fait qu'on a un rendu qui est beaucoup plus simple à calculer pour les GPU classiques, donc ceux qui sont sans cœur RT cœur, donc pas les RTX. Mais par contre, du coup c'est plus simple pour le GPU, mais ça devient un petit peu plus compliqué pour le CPU, parce que lui du coup il a plus de calculs à faire et il a plus de choses à faire en background. Mais du coup c'est comme un mix de ces deux technologies, donc le voxel Global Illumination et les ray tracing, qui a permis à Crytek de faire une démo quasiment hyper photoréaliste, où tu vois pas la différence entre les trucs qui sont faits en vrai ray tracing et les trucs qui sont faits avec des cônes de voxel mais qui ont l'air photoréalistes aussi et qui sont super bien faits. Et ça rend super bien, et ça tourne super bien aussi, parce que du coup grâce à ça, sur une Vega 56 en 1080p, ça tournait je pense à 30 fps avec tous les effets en ultra. Et par contre, si par exemple il diminuait les effets et qu'il les mettait en médium, ça tournait même à 40 images par seconde en 1440p. Donc il disait que c'est une technologie qui est quand même assez intéressante, et avoir un mix comme ça entre du vrai ray tracing pour ce qui est vraiment, sur lequel ça va vraiment se voir visuellement et que tu peux que utiliser le vrai ray tracing, et une technologie qui est aussi très bonne d'un point de vue photoréaliste mais du coup beaucoup moins demandante en performance, ça permet par exemple de gagner beaucoup de performance, et ce qui pourrait être utilisé par les cartes RTX pour avoir de la 4K 60 fps avec du ray tracing par exemple.
sans sacrifier le reste, sans sacrifier les FPS. Et aussi, ça peut être le genre de technologie qu'on peut voir arriver sur les prochaines consoles de Sony et de Microsoft. Genre une espèce de technologie hybride dans laquelle toutes les réflexions ne sont pas faites avec du ray tracing, mais seulement celles où ça a un impact visuel et où tu peux utiliser que le ray tracing. Pareil pour les ombres, pareil pour l'illumination globale, etc. Donc comme des mix de technologies qui permettent d'utiliser le ray tracing, d'augmenter la qualité visuelle du jeu sans plomber les performances drastiquement. Ça pourrait être ça qui peut être utilisé sur la PlayStation 5, la Xbox 2, etc. Parce qu'il y a quand même quelques limitations sur les cônes de voxel. Voilà, voilà. Ça marche très bien sur les lumières indirectes, ce qu'il disait, qui rebondissent à partir d'objets statiques, certains objets dynamiques, sur les grosses zones d'ombre, les ombres indirectes également qui viennent de géométrie statique, comme la végétation, les terrains, etc. Et ça fonctionne sans précalcul. Ce qui fait que ça peut fonctionner en temps réel et tu n'as pas besoin de baked, donc de cuisiner tes effets avant de jouer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de pré-rendre tes effets avant de jouer. Et il y a quand même une bonne liste de limitations. Comme quoi, genre la végétation procédurale ou fusionnée ne pourra pas projeter d'occlusion ou d'ombre secondaire. Il peut y avoir quelques images fantômes, des fuites de lumière, un peu de bruit. La global illumination en utilisant le voxel ne travaille pas sur certains composants de rendu vers l'avant tels que les particules ou l'eau. Donc ça, pas de réflexion sur les particules ni sur l'eau parce que c'est des surfaces très réfléchissantes. Et d'autres trucs comme ça. Donc vous voyez, dans ces cas-là, par exemple, c'est là où ils ont utilisé le ray tracing. Bon, on va passer sur la petite news, plutôt les petites news qui concernent AMD et les benchmarks qui ont leaké. Zen 2, nouvelle architecture, Ryzen 3, troisième itération des processeurs Ryzen. Ryzen 1 et Ryzen 2 étaient basés sur l'architecture Zen. Donc première du nom avec Zen et Zen Plus qui est un petit refresh. Là on change complètement d'architecture, on passe sur du Zen 2 gravé en faux 7 nanomètres. Les CPU sont gravés en 7 nanomètres et l'interface entrée-sortie ou AIO est gravée en 14. Merci le chat pour cette précision. Donc les premiers benchmarks ont leaké, notamment avec le premier qui est leaké, c'est celui d'un processeur à 12 cœurs qui va tourner à 5 GHz en boost, et aussi le processeur à 16 cœurs qui va tourner en 4.3 GHz en boost, je pense. Donc, celui qui a 16 cœurs, qui tourne à 4.2 de base, 4.6 en boost, est un monstre. C'est un monstre. Donc on s'attend à celui qui a 16 cœurs, c'est le Ryzen 7 ou Ryzen 9, on ne sait pas encore la dénomination. Je pense que c'est les 3950 ou le 3900X. Et il défonce totalement le Ryzen 7 1950X Threadripper, qui a aussi 16 cœurs, je pense. Et il vient faire un petit peu... ouais, il défonce aussi, en fait, il défonce le i9 7960X, qui a aussi 16 cœurs, et qui tourne du coup à une fréquence un peu inférieure. Et par contre, ce même processeur-là, le 7960X, quand tu l'overclock à 4.8, là, il va faire copain-copain avec le Ryzen 3 à 16 cœurs, qui lui tourne à 4.2. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est du score multi-cœur. Comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment sur un truc assez spectaculaire. On a ici le petit Ryzen 7 2700X, qui lui, bien évidemment, n'a que 8 cœurs. 8 cœurs, ça suffit le calcul. Donc là, c'est normal qu'on ait un gros gap, parce qu'on passe sur un processeur qui a 16 cœurs. Donc on double le nombre de cœurs, on double le nombre de fils de calcul. Par contre, vous voyez qu'on fait plus que doubler le score. On n'est pas à 3600, on a 4200. Ce qui veut dire que AMD a également amélioré la puissance et le nombre d'instructions par cycle, donc l'IPC de chacun de ces cœurs. C'est-à-dire que Zen 2 apporte une amélioration significative au niveau de l'IPC dans ces processeurs. On parle d'un gain d'environ 10%, donc 10% d'amélioration des performances sur chaque cœur. Ce qui est vraiment très significatif et non négligeable. Là, c'est un truc énorme. Oui, je suis très hypé. Et le deuxième qu'on a, c'est qu'on sait que le processeur qui va avoir 12 cœurs chez Ryzen
a une fréquence boost qui tourne aux alentours des 5 GHz. Et voilà un petit peu pour vous rappeler la nomenclature de ces Ryzen. On commence avec les Ryzen 3 qui vont avoir 6 cœurs, 12 fils de calcul, donc qui viennent un peu prendre la place des Ryzen 5 2600. Les Ryzen 5 3600, etc., qui eux vont avoir 8 cœurs, 16 fils de calcul. Les Ryzen 7 qui vont avoir 12 cœurs, 24 fils de calcul. Et les Ryzen 9, 3800X, 3850X, qui eux vont avoir 16 cœurs. Et au niveau des prix, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça va peut-être être des prix un petit peu supérieurs vu les perfs qu'ils ont. Mais ça reste des prix qui sont très 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 attractifs. On parle de 100 balles, 100 euros, donc 120, 130 euros, pour un processeur 6 cœurs. Un Ryzen 7 avec 12 cœurs, entre 300 et 400 euros. Un truc avec 16 cœurs, les Ryzen 9, 450, 500 euros. C'est 3-4 fois moins cher que ce que fait Intel. Parce que là, le petit 7960X, qui a 16 cœurs de chez Intel, il est bien gentil. Mais je pense qu'il coûte dans les 1200 euros, 1500 euros. Quelque chose comme ça. Bon. Mais c'est pas le seul benchmark qui a leak. Le plus impressionnant, je pense, c'est celui d'un Ryzen 3 3300. Donc un processeur qui a 6 cœurs, 12 fils de calcul, et qui est plus rapide qu'un Ryzen 7 2700X sur un benchmark. Bien évidemment, il n'y en a qu'un qui a leaké, c'est celui sur Geekbench 4. Donc on a un score multicœur et un score single cœur. Vous allez voir, ça envoie du pâté andalou. 5000 en single cœur, 24000 en multicœur. Et voilà où on se situe par rapport au 2700X et au 2600X. On est sur un Ryzen 3 3300. En multicœur, vous voyez qu'il fait aussi bien, même qu'il bat de 200 points, mais 200 points c'est minime, un Ryzen 7 2700X. C'est absolument magnifique. C'est beau. Moi je dis c'est beau. On a un processeur avec 6 cœurs, 12 fils de calcul, qui va coûter 150 balles, qui vient battre un processeur avec 8 cœurs, 16 fils de calcul, donc avec 2 cœurs de plus, qui vaut à l'heure actuelle 300 euros. Donc là, même c'est dommage parce que même AMD vient de tuer Ryzen 2. Genre eux-mêmes viennent de tuer leur ancienne génération. Là, la sortie de Ryzen 3, Ryzen 2 va mourir. Parce qu'il n'y aura plus aucune raison d'acheter les processeurs 2700, 2600, etc. Je veux dire, quand un Ryzen 3 est plus puissant qu'un Ryzen 7, voilà quoi. Voilà. Bon, ça en dit long. Et là où c'est très intéressant du coup également, c'est que au niveau single cœur, on est également un petit peu plus haut que le Ryzen 7 et que le Ryzen 5 de l'année dernière. Ce qui veut dire que quelle que soit la tâche, le calcul, le truc que vous faites avec le Ryzen 3, il sera toujours plus performant que le Ryzen 7 2700X. Donc c'est vraiment genre waouh. Et il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi ils ont comparé ça à un i7, à un i9 de 7ème génération, blablabla. Alors déjà, parce que je pense que il y a quelques processeurs de 9ème génération qui sont sortis avec 16 cœurs et 32 fils de calcul. Quoique je suis pas sûr qu'ils soient sortis officiellement, je pense que si sûrement, mais ils coûtent 2000 ou 3000 euros, donc c'est peut-être un petit peu cher, tout le monde les a pas forcément en stock pour tester. Et de toute façon, je veux dire, ces processeurs-là étaient à peu près au même niveau que le 7960X, voire même un tout petit peu plus performant, genre légèrement plus, mais c'était pas du kit ou double, parce qu'on restait sur du 16 cœurs. Là, ce qui est surtout important, c'est de voir le prix. Le prix, les gars, le prix, c'est tout. Donc voilà, c'est assez fou, vraiment. Et au niveau de ces rumeurs, je pense qu'on aura une meilleure idée demain, parce que AMD est censé du coup avoir et faire des annonces lors du Computex qui commence demain. Donc dimanche prochain, je pense qu'on aura déjà plus de news à ce niveau-là et qu'on sera déjà un petit peu plus certain. On aura peut-être plus de benchmark et tout, des prix, des dates de sortie, etc. Donc je suis vraiment épais. Je comprends rien, mais c'est génial. C'est parfait, Sam. J'aime cette mentalité.
Tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça c'est la vie, c'est le futur. Ça va tout casser, ou presque. Bon, en attendant, d'autres nouvelles également qui concernent AMD, c'est Navi. Navi, les RX 3080 et 3070. On en avait déjà parlé un petit peu. Donc, il semblerait bien évidemment que du coup, le Navi RX 3070 soit labellé Pro, donc RX 3070 Pro, et qui vienne concurrencer la RTX 2060 pour 350-400 euros. Notamment, il est censé être un petit peu plus performant que la RTX 2060. Et de l'autre côté, on a celle dont on avait parlé la semaine dernière, qui est la Navi XT RX 3080, donc labellée XT, qui elle va être aux alentours des 500 euros et est censée être plus rapide que la RTX 2070. Voilà, donc ça reste des cartes qui vont quand même être assez chères. Ça vient concurrencer ce que fait Nvidia sur la 2060, la 2070, apporter des trucs peut-être un petit peu plus performants, mais à un prix qui est à peu près similaire. On n'a pas de performance et de leak de ce point de vue-là, mais on a les prix, etc. On a les targets, et ça aussi, on devra avoir des news la semaine prochaine. Autre news qu'on a quand même sur la RX 3080, c'est au niveau de son architecture. On sait que l'architecture a changé drastiquement sur cette RX 3080, puisque maintenant on est passé sur 8 moteurs de shader. Comme vous pouvez le voir ici, l'architecture change. Vous ne le savez peut-être pas, mais apparemment avant, sur les anciens GPU d'AMD, leurs anciens chipsets, leurs anciens die, ils avaient une énorme limitation qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à dépasser les 4 moteurs pour les shaders. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient que 4 trucs comme ça. Ils n'arrivaient pas à aller au-dessus. D'un point de vue architecture, ils étaient limités, ils n'arrivaient pas à aller au-dessus. Ils n'arrivaient pas à en mettre plus que 4 par die. Donc c'était un petit peu plus, c'était un petit peu limitant. Et du coup, ce qui faisait que, bon, notamment, chaque petit moteur comme ça de shader avait à l'intérieur de lui, notamment normalement, je pense que c'était 5 unités de calcul, certains un nombre exact de streaming processeurs, etc. 16 ROP, donc Render Output Unit, et de la mémoire de rasterisation, etc., etc. Là, du coup, ils ont réussi à doubler le nombre de moteurs pour les shaders, ce qui peut vouloir dire que, notamment, on va avoir certainement plus de performance, mais on va aussi certainement avoir une meilleure efficacité énergétique, ça va peut-être consommer un petit peu moins, etc. Et ça va aussi certainement réussir à être meilleur dans les hautes résolutions. C'est possible, c'est fort possible que niveau haute résolution, on arrive à être un peu plus consistant en 4K quand on tape dans le 4K, etc. Juste une question pour la nouvelle génération des AMD, c'est 5 GHz sur tous les cœurs ou sur un seul. Alors ça, je pense qu'on n'a pas les détails au niveau du Turbo Boost et de comment le Turbo Boost est réparti sur celui qui était à 5 GHz, donc c'est le 3700X qui a un Turbo Boost à 5 GHz, mais on ne sait pas si c'est 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 5 cœurs, aucune idée là-dessus. Bon, donc voilà, Navi, changement d'architecture, forcément ça sera mieux, ça permettra d'avoir plus de performance, etc., etc. C'est quoi le prix du 3600 en euros? Laissez-moi regarder, 3600, on est sur 178 balles grosso modo, ça va faire 200 euros je pense, 200, 220 euros. Bon, on sait pas exactement, parce que ça on aura les news la semaine prochaine. Bon, autre nouvelle qui concerne le PCI 4.0 et les anciens chipsets de chez Ryzen. Donc, vous savez peut-être que Ryzen 3, ça vient avec des nouveaux chipsets, comme chaque nouvelle sortie de processeur. Donc, qui sont les chipsets 500 chez Gigabyte, Asus, etc. Donc, B550, X570. Mais aussi, ils ont annoncé qu'avec ces chipsets 500, ils allaient pouvoir avoir la nouvelle norme PCI Express 4.0 qui allait être disponible. Donc, en gros, nouvelle norme des bus PCI Express, on passerait en PCI 4.0. Grosso modo, ça ne change pas grand-chose, hein, parce que c'est juste plus de bandes passantes, etc., etc. C'est plus pour le futur que ce sera peut-être intéressant dans 3-4 ans. Mais c'est une première itération. Et il semblerait que ce petit PCI Express 4.0 ne soit pas forcément réservé que au nouveau chipset. Puisque apparemment,
un petit utilisateur qui a fait une petite mise à jour de sa carte mère Gigabyte. Donc il avait une Gigabyte X470 Aorus Gaming Wi-Fi, etc. On s'en fout. A mis à jour son BIOS vers le dernier BIOS qui est le BIOS F40, qui est censé être le premier BIOS pour ajouter la compatibilité avec Ryzen 3000, parce que du coup voilà, chaque, on va dire, constructeur de carte mère commence à sortir des BIOS pour les anciennes cartes, les anciens chipsets 300 et 400 pour les rendre compatibles avec les nouveaux Ryzen 3000. Donc c'est le cas de Gigabyte avec le BIOS F40. Et quand il est allé dans son BIOS et qu'il a cherché un petit peu les settings, qu'il a trifouillé autour et tout, il a vu qu'au niveau de la configuration des slots PCI, il pouvait soit utiliser la Gen 1, la Gen 2, la Gen 3 ou la Gen 4. C'est-à-dire qu'il pouvait configurer ses slots PCI pour utiliser la nouvelle norme de PCI Express 4.0. Donc parce que, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui change d'un point de vue, il n'y a rien qui change d'un point de vue physique sur le slot. C'est-à-dire que entre PCI Express 2.0, 3.0, 4.0, le port PCI Express en lui-même est resté le même. Il n'y avait pas de changement physique sur le port, le même nombre de pins, etc. etc. Donc là, en fait, apparemment, passer sur le PCI Express 4.0, c'est juste une question de prise en charge de la carte mère et de la façon dont c'est géré qui augmente la bande passante et tout et tout. Donc, il semblerait, et ça a été confirmé par certains journalistes aux USA, que les mobiles, donc les cartes mères en M4 de série 300 et 400, pouvaient être rendues compatibles avec le PCI Express 4.0. Et que AMD ne verrouillerait pas la fonctionnalité, mais préférerait plutôt les constructeurs laisser choisir d'exploiter ou non le PCI Express 4.0 et de le rajouter à leur BIOS ou pas. Voilà. Bon, c'est pour l'instant ça sert pas à grand chose, mais il semblerait que du coup le PCI Express 4.0 soit compatible avec des cartes mères qui sont déjà un peu plus vieilles. Un mec qui est là, je vends mon Ryzen 7 2700X si ça intéresse quelqu'un, il est tout neuf. Pauvre Vlad, je te comprends, je te comprends. Bon, la news suivante concerne Nvidia. Nvidia, on est très content qu'AMD sorte des cartes graphiques, blablabla, mais pas trop, parce qu'on s'appelle Nvidia et qu'on aimerait bien quand même garder notre monopole, et voilà. Donc Nvidia a teasé un truc qui s'appelle les super. On a absolument aucune idée de ce que c'est, mais vraiment aucune idée. Ils ont juste fait une vidéo de 19 secondes qui dit Something super is coming. Avec, voilà, je vous montre ça, on va pas mettre le son, on s'en fout. Avec juste, c'est juste un logo avec marqué super en chromé qui apparaît et c'est tout. Aucune idée de ce que c'est, aucune idée de pourquoi, de comment, etc. etc. Voilà, c'est juste ça. Mais on a quelques doutes. On se dit que c'est certainement peut-être des annonces qu'ils vont avoir lors du Computex et qu'ils vont faire lors du Computex qui peuvent concerner un potentiel refresh des RTX. Voilà. Ou dans lequel la GDDR6 serait un petit peu boostée histoire de venir concurrencer les RX 3070 et 3080 de chez AMD. On ne sait pas si c'est une nouvelle, sinon ça peut être autre chose, hein. Ça pourrait être du G-Sync amélioré, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Une nouvelle Titan, on verra cette semaine. Voilà, on verra cette semaine. Bon, on va continuer avec une news dont on a parlé la semaine dernière, qui concerne Reshade. Reshade et le ray tracing. Donc je l'avais dit l'année dernière qu'il y avait un petit monsieur. J'avais donné son vrai nom parce que son vrai nom est connu, je ne sais plus exactement son vrai nom. Paul Gilcher, Pascal Gilcher, excusez-moi, Pascal Gilcher, c'est ce monsieur-là, Pascal Gilcher, qui a une page Patreon sur laquelle vous pouvez le soutenir, et du coup les personnes qui le soutiennent ont eu accès à une version alpha d'un mode Reshade. Donc Reshade qui est un espèce d'injecteur qui permet de changer un petit peu les graphismes de certains jeux. C'est un truc qui tourne sur DirectX 9 et DirectX 11, donc il n'y a pas de support Vulkan ou DirectX 12 avec Reshade pour l'instant, mais je pense qu'il travaille dessus, mais c'est assez compliqué à faire. Et ça permet de rajouter pas mal de choses. Ça peut permettre de changer la colorimétrie, ça peut permettre de rajouter du bloom, de la profondeur de champ, etc., etc. Ils ont accès à différentes informations à la sortie du GPU, et ce qui leur permet de rajouter des effets de post-processing en fait sur le jeu. C'est essentiellement un injecteur de post-processing. C'est comme ça que c'est défini.
Donc tout ce qui est des effets de post-processing peut être ajouté via Reshade sur un jeu qui ne l'a pas. Donc ça permet quand même d'améliorer pas mal, parfois, la qualité visuelle d'un jeu. Mais ça a un coût en performance, bien évidemment, parce que tu rajoutes des effets graphiques. Donc ce petit Pascal Gilcher, qui va par le nom de Marty McFly, je pense que c'est ça son pseudo, donc a sorti un petit mode pour Reshade qui permet d'avoir du ray tracing. Voilà. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche, je sais qu'il utilise le Z-Buffer, qui est un buffer, une mémoire tampon qui contient les informations de profondeur sur une image par rapport à chaque pixel, savoir genre tel pixel est en premier plan, tel pixel est un petit peu derrière, tel pixel est un peu derrière. C'est un truc qui te permet de savoir du coup la profondeur de ton image, la profondeur d'un pixel, et je sais qu'il sert de ça, plus d'autres choses, etc. pour améliorer drastiquement quand même l'illumination, l'éclairage, les ombres sur les jeux, donc sur des vieux jeux, des jeux qui tournent sur DirectX 11, etc., etc. en utilisant du ray tracing. C'est pas du, je pense pas que ce soit du vrai ray tracing comme Nvidia le fait. Je pense que ça a pas grand chose en commun, mais c'est quand même du ray tracing et ça améliore pas mal le visuel de certains jeux. Donc il y a des gens qui ont testé ça sur Crysis, sur GTA V, sur The Witcher 3, sur Assassin's Creed Odyssey, sur Skyrim, sur beaucoup de jeux. Borderlands 2, techniquement, c'est censé être compatible avec n'importe quel jeu qui est compatible avec Reshade. Voilà. Donc, un jeu qui serait compatible avec Reshade, vous pouvez appliquer ce mode de ray tracing et avoir un jeu qui est plus beau, plus réaliste, etc. Par contre, c'est très demandant avec au niveau des performances. C'est-à-dire qu'il faut une grosse machine pour le faire tourner, parce que comme ça se base seulement sur DirectX 9 et DirectX 11, du coup ça prend pas du tout en considération pour ceux qui auraient des cartes ray tracing, des cartes RTX. Parce que ça se base sur du DirectX 12 avec DirectX ray tracing, et du coup ça prend pas du tout en considération l'accélération matérielle possible. Mais ça rend quand même bien. Je veux dire, ça rend quand même très bien. On va essayer de regarder 2-3 petites vidéos. Je sais pas si lui fait des ray tracing avec et sans. J'aime bien quand ils font des différences, vous savez, tu sais. Ouais, alors là, il y a du ray tracing, et comme vous pouvez le voir, ça tourne pas fameusement. Vous voyez, là, il l'a désactivé, il le réactive. Vous voyez que ça lag quand même pas mal, hein. Sur Assassin's Creed Odyssey, on est plutôt sur un truc qui lag beaucoup, hein. On est plutôt sur un truc qui lag beaucoup. Moi, j'attends qu'il le désactive pour voir la différence. Voilà, là, c'est désactivé. Là, c'est désactivé, et après, il le réactive. Ah là 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 là. Comment ça, t'arrives pas à monter ça? What the fuck? C'est quoi cet assassin? C'est quoi cet assassin en mousse? Alors, on va avancer un peu. Là, il est toujours désactivé. Et là, est-ce qu'il va le réactiver? Ouais, peut-être certainement que là, au bout, il va le réactiver. Allez. Voilà, ça change quand même un petit peu l'éclairage, hein. Vous voyez que ça change quand même un petit peu l'éclairage, hein. On est sur un truc un petit peu différent. Mais Assassin's Creed Origins, c'est pas là où il y en a le plus. C'est pas là où c'est le plus visible. Là où ça commence à taper, c'est quand on est sur du GTA V. Sur du GTA V, je peux vous dire que là, c'est un petit peu plus visible, quoi. Quand vous regardez des vidéos comme ça, voilà, c'est un petit peu plus visible. Vous voyez que au final, la pièce, il y a beaucoup plus de lumière indirecte qui rentre dans la pièce, ce qui fait que les pièces sont généralement un petit peu plus lumineuses. Là, on est sans ray tracing, et là, il montre avec du ray tracing. On a des ombres qui sont plus présentes, mais aussi des lumières qui vont être, qui se réfléchissent, etc., qui interagissent, et du coup des pièces qui sont souvent plus lumineuses, parce que la lumière va rebondir, etc., etc. Donc on est quand même sur un truc qui est plus photoréaliste. Et ici par exemple là les voitures, etc. Bref, il y a quand même beaucoup d'améliorations, et le seul problème c'est que c'est très gourmand. Gourmand. Là il y a un autre mec qui a fait une petite vidéo là-dessus sur GTA V. Regardez ça. Regardez si c'est pas beau. Alors je continue à parler un petit peu, mais regardez si c'est pas magnifique. Et je pense que lui, il tourne avec 2 RTX 2080 Ti en 8K. Mais il a 2 RTX 2080 Ti. Et il y a aussi un petit truc un petit peu problématique, mais avec son mode, c'est que
il y a un petit peu de bruit et de grain sur l'image. Ce qui peut être un petit peu dérangeant, mais c'est parce que le ray tracing fonctionne un peu comme ça, et généralement derrière il faut repasser des filtres pour enlever le grain, etc., enlever le bruit, mais c'est assez demandant également. Donc, et il met aussi un petit effet de bloom, donc le bloom c'est genre le truc qui fait que ça brille un petit peu, genre les surfaces lumineuses brillent un petit peu, etc. Personnellement, j'aime absolument pas le bloom, je trouve que c'est dégueulasse, mais c'est peut-être parce que ça rajoute un petit peu de réalisme, etc., etc. Vous voyez, il y a des textures au sol qui clippent un petit peu, comme vous pouvez le voir, au niveau des réflexions. Ça clippe un petit peu, dépendamment des trucs. Mais on peut voir que c'est quand même plutôt beau. On va pas commenter les fesses de la madame, mais d'un point de vue ray tracing, on est quand même sur un truc qui améliore grandement l'aspect visuel du jeu, quoi. C'est ça, ça donne un tout nouveau look à GTA V. Clairement, ça donne un tout nouveau look à GTA V. Il y a aussi d'autres jeux comme ça, hein, bien évidemment, par exemple Skyrim. Skyrim a également eu le droit à un petit mode pour le ray tracing, enfin une petite vidéo qui utilise ce mode pour le ray tracing. Là, vous voyez, on est non activé et là on l'active. Ça change quand même. Vous voyez, ça change. On sait pas exactement ce que ça change parce qu'au final, tu sais, genre là, la scène est éclairée, on le voit, etc. Mais vous allez voir que, regardez, plus d'ombre. Hop là, ici c'est plus sombre. Ici au niveau des pierres, eh ben, elles ont plus d'ombre également. L'eau, on va avoir plus de réflexion, etc. Ça peut sembler assez minime, mais au final il y a des scènes et des endroits où ça va vraiment changer drastiquement l'illumination. Et ici on se dit ouais, ça change un petit peu. Pas trop quoi, mais ça change un petit peu. Alors qu'il y a d'autres trucs, vous allez voir, ça change genre vraiment. C'est presque du tout au tout. Là déjà, on voit que les changements sont un peu plus significatifs. Ah oui, alors ça, l'herbe, vous allez voir que l'herbe, au niveau de l'ombre et de l'occlusion ambiante, regardez comme c'est plus beau. Comme c'est plus beau. Et en plus, ça rajoute mais beaucoup de choses. Les ombres, les ombres indirectes, la lumière indirecte, etc. etc. Donc c'est comme si on rajoutait de l'occlusion ambiante, des ombres douces, enfin plein de trucs sur des vieux jeux. Et je trouve ça absolument, absolument fabuleux. Je trouve ça absolument fabuleux. Voilà. Et il y a également The Witcher 3 qui en a profité. Mais évidemment, quel autre jeu, The Witcher 3 devait en profiter. Donc il y a The Witcher 3 qui a profité également d'une petite vidéo où il est démontré les différences avec ou sans ray tracing. Ça change un petit peu moins sur The Witcher 3, ça change quand même. Ça change quand même. Regardez-moi cette scène. Je vais le mettre en grand. On est en plein écran. On est là pour apprécier. Regardez, un truc qui est très 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 particulier au ray tracing, au niveau des réflexions, de la lumière. Ici, on est avec du ray tracing. Et vous voyez que le pilier là, on a clairement la lumière des vitraux et de l'église, des différents vitraux de l'église. Donc le soleil qui passe à travers les vitraux qui sont plutôt à tendance jaune, qui vont changer la lumière des piliers. Là, on est sans ray tracing, là, on est avec. Vous voyez qu'on voit que les piliers ont une teinte jaune. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Par contre, c'est extrêmement demandant et vous voyez que le mec rame un petit peu, quoi. Que son jeu a un petit peu du mal. Regardez ça. Regardez si c'est pas magnifique avec du ray tracing. C'est beau. Y a pas à dire. Y a pas à dire. On va prendre des petits paysages. Hop là. Alors ça c'est Vanilla. Donc c'est le jeu de base. Les graphismes. Bam. Avec le shader pour le ray tracing. J'ai vraiment envie d'essayer. J'ai hâte que ce soit plus en alpha, que ce soit bien développé, que ce soit bien fini. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, etc. Parce que je veux essayer ça. C'est fou. Bon. On va continuer les petites news, bien évidemment. Et vous vous en doutez, on va parler de Huawei. Alors, c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Très compliqué. C'est une histoire qui remonte à... je pense que c'est une histoire qui remonte à il y a plus d'un an. Grosso modo, comment ça a commencé, un petit peu la querelle entre les USA et Huawei. Puis c'est aussi
d'un point de vue plus général, ça reflète de la querelle entre la Chine et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, donc plutôt la Chine et Trump, sur tout ce qui est échange, technologie, le marché, etc. Notamment, Trump est en grosse négociation en ce moment avec la Chine pour l'importation et l'exportation des biens, des technologies et tout. Et Trump n'aime vraiment pas la Chine. Donc lui, pour l'instant, il est sur une politique qui est plutôt fermée par rapport à la Chine. Et il essaye du coup de limiter au maximum les imports et les exports vers la Chine. Il a augmenté les taxes de produits qui viennent de Chine et qui vont en Chine, etc. La Chine a fait pareil pour répliquer. C'est une grosse merde. Mais du coup, le ban de Huawei rentre un petit peu dans cette politique et dans ces enjeux économiques-là. Donc ça vient pas de nulle part. Voilà, ça sort pas comme ça, quoi. Ça vient pas comme un cheveu sur la soupe. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que le gouvernement américain bannit une compagnie, ou plutôt blacklist une compagnie, puisque l'année dernière, le gouvernement de Trump a également blacklisté une autre compagnie de téléphone qui s'appelle ZTE. Personne n'en a parlé, mais ZTE a eu le même blacklist que Huawei a actuellement. C'est-à-dire qu'aucune compagnie américaine ne pouvait faire des échanges et du commerce avec ZTE. Ça, personne n'en a parlé, bien évidemment, parce que ZTE était une compagnie beaucoup plus petite que Huawei l'est à l'heure actuelle. Huawei, c'est le deuxième vendeur de smartphones dans le monde, deuxième plus gros. Il a dépassé Apple l'année dernière. Et donc, du coup, en plus, il était en bonne position pour rattraper Samsung. Huawei fait des téléphones qui sont excellents. C'est des très bons téléphones. Le P20, le P30, Mate Pro, etc. sont des excellents téléphones. Au niveau photo, c'est impressionnant. Il y a juste, je pense il y a que le Google Pixel qui pourrait rivaliser avec, je pense, mais ils font des photos qui sont impressionnantes et ils ont des téléphones qui sont de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous faire un résumé très court, parce que comme je le disais en début de live, j'ai pas l'expertise pour parler de politique et de pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas mes connaissances, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais pour vous faire court, ce qui s'est passé, c'est que Huawei ne fait pas que des téléphones. Huawei fait également, et beaucoup, de composants, notamment pour les réseaux, pour les networks, pour Internet. Notamment, Huawei fait aussi des puces 5G. Ils sont sur le marché 5G, ils rentrent sur le marché 5G, et ils fabriquent leurs propres puces 5G. Ils font aussi des routeurs, ils font aussi plein d'autres choses. Plein d'équipements pour les serveurs, etc., etc. Donc, beaucoup de choses pour la télécommunication et les réseaux. Et disons que il y a eu plusieurs accusations à l'encontre de Huawei, notamment d'un point de vue espionnage et sécurité informatique sur le sol américain. C'est-à-dire que la CIA soupçonnait Huawei d'espionner certaines industries américaines, notamment en utilisant l'hardware qui fournissait à ces entreprises-là. C'est-à-dire que Huawei pourrait très bien vendre des composants de network, de télécommunications à certaines compagnies américaines et sur ces composants-là, installer des spyware, des malwares pour pouvoir les espionner impunément. Donc plein de petits trucs comme ça, des petites accusations qui ont eu lieu à gauche, à droite, des suspicions, des enquêtes de la CIA et tout et tout. C'est très bien résumé par un article qui sera bien évidemment en description qui parle de de la chronologie des événements qui concernent Huawei. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je vais essayer de voir si j'ai pas un peu une meilleure. Voilà. C'est cet article-là qui récapitule les événements qui sont passés avec Huawei à partir du 9 janvier 2018. Voilà. Et tout ce qui s'en est découlé et qui du coup a amené au ban de Huawei à l'heure actuelle. Donc on est sur tout ce qui concerne Huawei. Donc Huawei qui en septembre 2018 a triché sur des benchmarks de tests sur des téléphones. Qui a ensuite fait d'autres trucs. Le 6 décembre 2018, le CEO, donc la présidente de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été arrêtée au Canada à la demande des USA parce que justement ils avaient fait, je sais plus ce qu'ils avaient fait. Je pense qu'ils ils avaient une enquête qui était en cours sur elle et ils l'avaient arrêtée. Toujours en décembre, ils l'ont relâché après lui avoir, après que Huawei ait payé 10 millions de dollars pour son relâchement.
Ensuite, en janvier 2019, blablabla, blablabla, blabla, voilà, bref. Toute une chronologie d'événements qui ont mené au ban de Huawei à l'heure actuelle aux États-Unis. Donc, voilà, c'est essentiellement, c'est un petit peu la problématique qu'avait le gouvernement américain sur la position de Huawei au niveau des composants et de l'infrastructure réseau et télécommunications qui vendaient à des compagnies américaines et toutes les allégations d'un point de vue espionnage qui pesaient sur cette entreprise-là, comme quoi c'était une entreprise qui était une entreprise d'État chinois, qui en gros était financée par l'État, backée par l'État chinois, qui en gros derrière Huawei, ça serait le gouvernement chinois qui serait en charge, etc. Et que du coup, Huawei ferait de l'espionnage pour le gouvernement chinois. C'est voilà, est-ce que c'est vrai? On sait, je sais pas. Qui il faut croire? Aucune idée. Parce que bon, il y a beaucoup de choses que la CIA a dit euh, qui sont pas forcément justifiables. WikiLeaks a été dénoncé par la CIA, genre Snowden qui a clairement rendu un service à l'humanité en dévoilant que la NSA espionnait tous les consommateurs américains et tous les Américains, et etc., qui a aussi mis au clair un petit peu, ou plutôt mis en avant certaines histoires un petit peu pas très nettes de l'armée américaine en Irak, en Iran, etc. Avec Wikileaks, bah forcément c'est devenu l'ennemi public numéro un et la CIA était en mode oh cet homme est méchant. Alors que bon, il a rendu service au peuple. Est-ce que du coup la CIA est, comment dire, est fiable à 100% là-dessus? Aucune idée. Aucune idée. Surtout qu'en plus les États-Unis sont bien évidemment connus pour espionner aussi un peu tout le monde. Donc bon, reprocher à une autre compagnie et à un autre gouvernement de les espionner à eux et de prendre des actions par rapport à ça, c'est un peu l'hôpital qui peut se foutre de la charité, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Mais comme c'est pas trop mon domaine, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte, voilà. Donc ce qui s'est passé, essentiellement, c'est que suite à toutes ces allégations, ces histoires, ces affaires, ces pseudo-complots, ces, ces suspicions et tout, il y a même, je pense qu'il y a même le FBI qui a été dans les locaux de Huawei faire une perquisition pour essayer de voir sur place s'ils installaient des spyware, etc. Bref. Donc suite à tout ça, Trump, bien évidemment qui d'autre, a signé un décret disant j'interdis toute compagnie et industrie américaine à faire commerce avec Huawei. C'est-à-dire qu'en gros, il a sorti un décret signé par le gouvernement que toutes les industries en Amérique, ou sur le sol américain, doivent respecter, qui dit que vous n'avez plus le droit de faire de commerce avec l'industrie Huawei, avec la compagnie Huawei. Ça inclut Huawei et Honor, bien évidemment, parce que Honor est une sous-marque de Huawei, mais c'est fait par la même compagnie. Donc ça inclut ces deux compagnies-là. Et en gros, ça a été complètement blacklisté. Ce qui veut dire que toutes les compagnies américaines ne peuvent plus avoir d'échange avec Huawei. Et là, le premier truc qui est sorti, bien évidemment, c'est Google. Google qui a dit, on est une compagnie qui reste américaine, on est sur le sol américain, pour se plier au décret, parce qu'ils doivent se plier au décret. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont genre, oh Google fait n'importe quoi, c'est vraiment de la merde ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, fuck Google. Google, ou n'importe quelle autre compagnie américaine, n'a aucun pouvoir là-dedans. C'est pas leur décision. Ils doivent, grosso modo, ils doivent se plier à la loi qui a été décidée par le gouvernement américain. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, je pense qu'ils se mettent dans une énorme merde. Parce que si Google dit fuck you, on ne suit pas votre décret, je pense que c'est procès, prison, amende. Vraiment, vraiment. Ah, je pense que ça peut aller très loin. Le gouvernement américain va faire yo yo yo, tu vas respecter notre décret et en plus tu vas te prendre des amendes. Et à mon avis, tes chefs exécutifs vont faire un petit peu de prison. Tu peux pas déconner avec ça parce que c'est clairement, tu serais complètement illégal s'ils ne respectaient pas ce décret. Donc le premier à avoir parlé là-dessus, à ce sujet-là, c'est Google qui a dit du coup, pour suivre le décret et pour se plier à ce décret qui concerne le blacklisting de Huawei, nous devons arrêter de fournir Android et les mises à jour Android à Huawei. Et également, tous nos services que sont Maps,
YouTube, Gmail, etc. ne seront plus accessibles et ne seront pas, toutes nos applications ne seront plus accessibles à Huawei. Voilà. Ils sont ensuite revenus un petit peu sur cette déclaration en disant, bien évidemment, on continue à donner le support du Google, de Google Play pour les jeux. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs de Huawei continueront à avoir le support qui concerne Google Play, donc ils continueront à pouvoir utiliser Google Play pour jouer à leurs jeux, etc. Et on continue à déployer des mises à jour de sécurité, mais seulement de sécurité pour Android. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune mise à jour de fonctionnalité de la part de Google sur Android qui ira vers Huawei. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Android c'est open source. N'importe qui peut prendre Android et refaire un petit peu l'OS, etc., machin, et le déployer sur des téléphones. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est Google qui se charge de ça. C'est Google qui a pris son propre Android, a pris Android open source, et a fait Android P, Android Q, etc., et qui fait les différentes versions d'Android, et qui après les distribue aux différents constructeurs de téléphones. Et c'est Google qui se charge de ça, parce que c'est eux, du coup, qui ont la meilleure expertise là-dessus, et qui du coup, sont les mieux placés pour déployer les nouvelles fonctionnalités, déployer les services et tout et tout. Mais en soi, n'importe quel constructeur pourrait faire ça, pourrait prendre Android et reconstruire à partir de ça. Donc, à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, Huawei pourrait repartir de l'Android open source et refaire un système d'exploitation et tout et tout. Le truc, c'est que il n'y a pas que l'OS. Parce que du coup, Google doit également arrêter de fournir des services à Huawei concernant tout son autre pool de services. Parce que Android, c'est une partie, mais ensuite, vous avez le Google Play Store sur lequel vous avez toutes les applications. Google Maps qui vous permet de vous géolocaliser et trouver son chemin. YouTube, c'est aussi Google. Gmail, c'est aussi Google. Google Photos, c'est aussi Google. Vous voyez, je peux les énumérer. Je peux les énumérer. Là, on en a une petite. On en a une petite liste. Alors, attendez, où est mon petit compte Google? Est-ce que je peux pas plutôt voir ici, sur ce petit truc-là, si je vais sur Gmail, et là, je clique ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contact également, Google Traduction, Google Disc, Google Drive, plus accès à Google Drive aussi. Google Earth, Google Documents, Google Documents avec Google Sheet et tout et tout. Donc tout ça ne va plus être disponible sur les prochains appareils Huawei. C'est-à-dire que avant vous achetiez un appareil Huawei, vous achetez n'importe quel appareil Android, dessus vous aviez toutes les applications comme le Play Store, etc., qui étaient préchargées sur votre appareil. Donc en gros qui étaient disponibles, qui étaient utilisables, etc. Maintenant, ces applications ne seront pas du tout préchargées sur votre téléphone. Ni même Android, du coup, pour l'instant. Ceux qui ont des Huawei à l'heure actuelle, ça change rien pour vous. Vous avez toujours votre Android. Le seul truc que ça change, c'est que du coup, vous ne recevrez plus de mise à jour de fonctionnalités d'Android. En gros, vous allez recevoir toujours les mises à jour de sécurité de la part de Google, mais vous ne recevrez plus aucune mise à jour de fonctionnalité. C'est-à-dire la version d'Android qu'il y a actuellement sur tous les smartphones Huawei, de tous les utilisateurs Huawei actuels, c'est potentiellement la dernière mise à jour et la dernière version d'Android que vous pourrez avoir. Voilà, parce que Google ne peut plus déployer de mise à jour sur vos téléphones, même si vous avez déjà Android, etc. Il y a également d'autres services qui disparaissent, parce que Google, c'est pas la seule entreprise américaine à devoir couper les ponts avec Huawei. Facebook doit couper les ponts avec Huawei. Instagram doit couper les ponts avec Huawei. Nommez n'importe quelle grosse compagnie américaine, ils doivent tous couper les ponts avec Huawei. Donc au niveau des téléphones, ça veut dire que tu pourras pas forcément avoir Instagram si tu achètes un Huawei dans un an. Parce que Instagram a pas le droit de faire une application et n'a pas le droit de sortir ton application sur un téléphone Huawei. C'est énorme. C'est énorme et ça a beaucoup d'autres implications. Alors c'est sûr, il y a des alternatives. Première alternative, avoir un store autre que Google Play Store. C'est-à-dire avoir un autre magasin d'applications
que tu pourras installer sur les téléphones Huawei ou qui viendra précharger sur les téléphones Huawei, comme Aptoide par exemple, qui est un magasin portugais, je pense, Aptoide, qui a quand même pas mal d'utilisateurs dans le monde, etc. Et sur lequel bah, tu pourras aller et télécharger des applications. La grande question c'est, est-ce que les applications comme Instagram, Facebook, WhatsApp seront disponibles sur de tels stores? Pas sûr, pas sûr, parce que est-ce que les développeurs vont vouloir mettre leurs applications là-dessus? Pas forcément. Parce que les applications sont sur un magasin si les développeurs de l'application les mettent sur ce magasin-là. Si Instagram, Facebook et tout se dit non, nous on met pas nos applications sur Aptoide ou ailleurs, eh bien les applications ne seront jamais disponibles sur ces stores-là. Voilà. Si vos téléphones tournent toujours sur Android, parce que Aptoide ça tourne sur Android, enfin tu peux l'installer sur Android. Si jamais Huawei décide de changer totalement de système d'exploitation et de ne plus utiliser Android, ce qui peut se faire, parce que il a été dit, et Huawei l'a redit, qu'ils travaillaient depuis pas mal de temps sur leur propre système d'exploitation qui s'appelle Onimeng, je pense, Onimeng, un truc comme ça, qu'il n'est pas encore prêt, mais que ça fait un moment qu'ils travaillent sur leur propre système d'exploitation, justement au cas où bah, ils devraient couper les ponts avec Google. Quelque part, ils étaient un petit peu avant-gardistes, pas avant-gardistes, mais ils étaient un petit peu au courant. Genre, ils étaient prévoyants. Ils se sont dit, ça se trouve, Google un jour va nous couper les ponts, on pourra plus avoir accès à Android, donc on va bosser sur notre propre OS de notre côté. Donc, il se peut que Huawei sorte son propre OS et que ce soit un OS propre à Huawei qui soit déployé sur tous les prochains téléphones Huawei. Ce qui serait possible. Mais du coup, bah, ça aussi, avoir son propre OS, ça veut dire que toutes les applications qu'on utilise doivent être redéveloppées pour être compatibles avec cet OS là. Parce que ça sera plus Android. Ou ça sera peut-être une sous-couche Android, mais il faudra peut-être changer 2-3 trucs dans toutes les applications qu'on a pour pouvoir les installer sur les appareils Huawei. Est-ce que les développeurs vont faire ça? Pas sûr. Je ne suis pas sûr que tous les développeurs ou que même la moitié des développeurs se donnent la peine de redévelopper certaines parties de leur application pour les rendre compatibles avec un nouveau système d'exploitation qui serait juste sur les appareils Huawei. Ça dépend des parts de marché qu'aura Huawei à ce moment-là. Ça dépend du nombre de téléphones vendus qu'aura Huawei à ce moment-là. Ça dépend où ils seront dans le classement du plus gros revendeur de smartphones dans le monde à ce moment-là. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est-à-dire que les développeurs font des apps qui sont compatibles avec iOS, parce que iOS, c'est la deuxième ou troisième puissance d'un point de vue smartphone au monde. Donc ça touche vraiment beaucoup de gens. À l'heure actuelle, Huawei, c'est la deuxième. Donc oui, sauf qu'ils étaient sur Android. S'ils restent la deuxième en sortant leur propre OS, il y a de fortes chances que les développeurs fassent des apps qui soient compatibles avec leur OS. Mais s'ils descendent dans le classement et que beaucoup moins de gens achètent des Huawei, peut-être qu'ils ne le feront pas. C'est qui tout double, on ne sait pas. Là, c'est des grosses zones d'incertitude. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va demander du travail et toutes les applications ne seront pas forcément disponibles. Le truc aussi qu'on peut faire, c'est que s'ils décident de rester sur Android, mais de ne pas avoir les applications Google, bien évidemment, qui soient préchargées, mais qui décident de rester sur Android et qu'ils fassent une surcouche Android à leur sauce, c'est que bah, pour avoir ces applications-là, tu devras les télécharger directement tout seul, télécharger le fichier APK, donc le fichier d'installation de l'application, et l'installer toi-même sur ton téléphone. Ça reste une possibilité, c'est-à-dire que, ok, Google veut pas donner des services et prodiguer Gmail, YouTube au téléphone Huawei, mais toi, si tu achètes un Huawei qui est sur Android, tu peux quand même aller sur Internet, télécharger le fichier d'installation de l'application Gmail ou YouTube en APK directement et l'installer toi-même sur ton téléphone. Par contre, petit bémol, c'est que tu n'auras aucune mise à jour qui sera faite automatiquement. C'est-à-dire que toi-même, tu devras aller chercher un nouvel APK quand il sera mis à jour et le réinstaller pour mettre par exemple YouTube à jour. Donc ça c'est... Il y a des alternatives, mais ça marche pas aussi bien que quand les gens collaborent et que tout est fait sans problème et que il n'y a pas de... Tu sais, genre que tu appuies sur un bouton, tu as ton store, tu installes ton application, c'est mis à jour automatiquement, blablabla quoi. Genre là, ça demandera un peu plus d'opérations manuelles, de détournement, de workaround et tout et tout. Ça concerne un petit peu Google. Google.
Le truc qu'il faut comprendre, c'est que en soi, Google ne peut pas arrêter l'utilisation de ses services aux utilisateurs. C'est-à-dire que un mec qui a un Huawei, tu peux pas savoir s'il a une adresse Gmail ou pas. Tu peux pas savoir s'il a un compte YouTube ou pas. C'est-à-dire que tu as toujours accès au service, mais pas à l'application qui permet d'y accéder. C'est comme oui, tu pourras toujours aller sur YouTube. Tu auras toujours ton compte YouTube. C'est pas parce que tu as un Huawei que tu pourras pas aller sur Internet, aller sur YouTube. Non, c'est juste que tu n'auras plus l'application YouTube sur ton téléphone qui sera préinstallée. C'est ça que ça veut dire. Pareil pour Gmail. Personne, enfin, genre, un mec, moi j'ai une adresse Gmail, personne peut savoir si j'ai un téléphone Huawei. Donc pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir une adresse Gmail? Genre, tu sais, ils peuvent pas trier comme ça. C'est pas ça que ça veut dire. Bon, ça c'est la partie Google. Le truc c'est que également il y a d'autres grosses entreprises qui sont obligées de lâcher leur partenariat avec Huawei. Intel, Nvidia, AMD, TSMC, Qualcomm, plein de compagnies. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un téléphone Huawei ou même n'importe quel smartphone qui sort, il y a quoi 50-60% des composants qui sont faits aux États-Unis, qui viennent des États-Unis, notamment les composants les plus importants. Le processeur et le GPU, qui viennent généralement de chez Qualcomm, donc les Snapdragon, etc., c'est des trucs américains. Les antennes qui peuvent venir de chez TSM, etc., ou aussi de chez Qualcomm, les puces 5G qui peuvent venir de chez Qualcomm aussi, plein d'autres trucs. Au niveau des processeurs de PC de bureau, etc., parce que Huawei s'était aussi lancé sur le marché du PC portable, bah forcément c'était Intel, AMD en processeur, Nvidia en carte graphique, bon, au niveau de la RAM, ça doit être Samsung ou quelque chose comme ça. Mais si tu n'as plus de processeur de chez Intel parce que tu peux plus faire affaire avec Intel, de cartes graphiques de chez AMD parce que tu peux plus faire affaire avec AMD ou avec Nvidia, globalement, tu peux pas faire de PC portable. Tu peux juste pas faire de PC portable. Tu peux plus être en business avec Intel, Nvidia, tu fais plus de PC portable. Le marché coule. Point. Voilà. Tu vois. Euh, Donc il y a aussi plein d'autres choses comme ça qui sont à prendre en considération. C'est que Huawei va devoir revoir entièrement son pool et son marché de fournisseurs de composants pour exclure tous ceux qui viennent des USA. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des alternatives à Qualcomm pour le processeur et la carte graphique. Il va falloir trouver des alternatives à telle autre compagnie américaine pour telle autre PCB, blablabla, bla bla bla, pour le micro, pour les haut-parleurs. Pour tout ce qui vient des États-Unis, il va falloir trouver une alternative. Et c'est assez compliqué parce qu'apparemment, ben, les composants qui viennent du sol américain représentaient genre plus de la moitié des composants du smartphone. Donc ça veut dire qu'il faut faire tout ça et le plus rapidement possible. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même pas rien. Ils peuvent développer leur propre puce comme le fait Apple. C'est possible. Apple fait les A10, les A11, c'est développé par Apple à l'interne. Huawei pourrait faire ça. Huawei pourrait décider de produire ses propres processeurs, ses propres GPU, bah, du coup pour pallier au ban. Au ban. Il y a aussi le fait qu'ils ont été un petit peu prévoyants et ils ont un stock de pièces qui leur permettrait de tenir environ 6 mois sans leur fournisseur américain. C'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu prévu, comme je disais, c'est pour ça qu'ils travaillaient sur un système d'exploitation et tout propre à eux, mais ils avaient également prévu au niveau de la logistique des pièces et des fabrications de téléphones. Donc du coup, ils avaient accumulé du stock de composants qui venaient des États-Unis, auquel cas, ils n'avaient plus accès à ces fournisseurs-là. Donc apparemment, ils ont un stock qui pourrait leur permettre de tenir quelques mois, au maximum 6 mois, à faire des téléphones encore avec ces composants de chez Qualcomm, etc., etc. De TSMC, également TSMC qui pour l'instant continue à leur fournir des pièces, mais qui vont prochainement arrêter. Donc ils vont encore construire des téléphones pendant à peu près 6 mois avec les pièces qu'ils ont en stock, et ils vont utiliser ce laps de temps là de une demi-année, 5-6 mois, pour du coup renouveler leurs fournisseurs et trouver d'autres fournisseurs à l'extérieur des USA, ou en tout cas prendre des mesures. Huawei produit déjà ses propres processeurs, les Kirin. Bon bah voilà, on a les Kirin qui sont là, qui apparemment sont produits par Huawei, qui sont leurs processeurs.
Et bah du coup ils pourront utiliser cela. Mais apparemment ils utilisaient aussi des Qualcomm. Ils utilisaient aussi beaucoup Qualcomm et les Snapdragon pendant un moment sur certains de leurs produits. Mais du coup ils vont peut-être mettre en avant et reprendre et redévelopper leur fabrique de processeurs et le développement de leurs propres processeurs du coup que sont les Kirin. Merci le chat pour cette précision que je ne savais pas. Comme je vous le disais, c'est une affaire qui est extrêmement dense, il y a beaucoup d'informations, faut être informé sur Huawei, sur les USA, sur la politique, sur l'économie, sur plein de choses. TSMC est taïwanais, oui certainement, mais là alors ça c'est le deuxième point auquel je viens, c'est que le ban et la blacklist vient des États-Unis, mais ce qui se passe c'est que genre, ça impacte tellement de monde qu'il commence à y avoir des compagnies autres que des compagnies américaines qui coupent les ponts avec Huawei. C'est-à-dire que là c'est plus limité aux États-Unis. Je veux dire, il y a des compagnies il y a des compagnies qui commencent, qui ne sont pas du tout américaines, qui commencent à dire ok, nous on arrête de faire affaire avec Huawei, genre on les blacklist également. Et du coup ça a encore un plus gros impact, notamment il y a des services de télécommunication, donc des genre comme Bouygues et SFR en France, au Japon, qui ont dit ok, on arrête tous nos partenariats avec Huawei, au Japon. C'est pas du tout les États-Unis, hein. Au Japon, il y a genre, je pense, un ou deux services de télécom qui a dit ok, on arrête nos services avec Huawei. Également, au, pas aux USA, en Angleterre, donc United Kingdom, c'est je sais plus c'est quelle compagnie de service qui a dit on enlève les Huawei pour notre lancement de téléphone 5G. On n'utilisera pas Huawei et on ne fait plus affaire avec eux pour la 5G. Donc ça s'étend, c'est plus seulement les entreprises américaines qui coupent les ponts avec Huawei parce qu'ils le sont obligés. Il y a d'autres compagnies dans le monde qui boycottent, qui commencent à boycotter Huawei parce que bah, du coup ils voient que l'impact est trop gros. En fait c'est pas tant un boycott, c'est juste que comme les compagnies américaines ne peuvent plus faire affaire avec Huawei d'un point de vue légal et que ça va avoir un impact immense sur le marché et sur Huawei en tant qu'entreprise, eh bien il y a d'autres compagnies dans le monde qui voient ça pas forcément d'un mauvais oeil, mais qui, on va dire, prévoient que ça va être très mauvais pour Huawei, que leurs chiffres d'affaires vont descendre, qu'ils vont couler, etc. En tout cas, qu'ils vont être dans la merde financièrement. Et du coup, ces compagnies qui font affaire avec Huawei disent on préfère couper les ponts maintenant et arrêter de faire affaire avec vous maintenant, parce que dans 6 mois ou 1 an, ça se trouve, vous allez être en faillite. Et nous, on va être dans la merde aussi, parce que on fait affaire avec vous et on va avoir des stocks à écouler, personne ne va avoir acheté les produits et tout et tout. Donc, il y a certaines entreprises autres qui commencent aussi à couper les ponts. Donc, voilà. Donc, notamment, par exemple, également, il y a même des consensus. Des consensus qui pas se liguent contre Huawei, mais qui les enlèvent de liste, par exemple. Apparemment, Huawei ne pourrait plus utiliser de micro-carte SD dans ses appareils parce que l'association qui gère les cartes SD, l'ensemble des cartes SD, a enlevé la compagnie, donc Huawei, de leur liste de partenaires. Voilà. Donc apparemment la SD Association, c'est une organisation à but non lucratif qui définit les standards pour les cartes mémoire. Et du coup, si une compagnie ne fait pas partie de l'association, elle est non autorisée à faire des produits et à utiliser des produits avec ces standards-là. C'est-à-dire qu'en gros, pour sortir un produit qui aurait un port de carte SD ou un port de micro-carte SD, etc., avec les standards définis par les cartes SD, etc., et tout, il faut faire partie de cette association-là. Sinon, légalement, t'as pas le droit de faire ça. Et donc là, Huawei a été retiré de la liste, donc ce qui fait qu'ils n'ont plus le droit de faire des ports de cartes SD et d'utiliser des micro-cartes SD en utilisant les standards de l'industrie sur ces cartes. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas le droit d'utiliser le format, ils n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes vitesses de lecture et d'écriture, etc. C'est ultra chaud, c'est ce que je dis, c'est ultra chaud. Les gens, j'ai l'impression que les compagnies voient que ça a un impact tellement énorme, ce blacklist des USA, qu'il y a d'autres organismes et d'autres industries qui commencent à voir que ça sent la merde pour Huawei à un tel point qu'ils commencent à se retirer, mais du coup ça enfonce encore plus Huawei. Ce qui est vraiment dommage, parce que bon, c'est une bonne compagnie quelque part Huawei.
Et autre chose également, bon, c'est un peu moins grave, mais en gros, il y a une autre organisation qui s'appelle le Wi-Fi Alliance qui a également retiré Huawei de sa liste et qui dit ben ok, ça veut dire que Huawei ne pourra plus intervenir ni donner son avis pour les standards et l'évolution des standards des normes sans fil. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de consortium de marques, etc. également, qui s'appelle le Wi-Fi Alliance, qui regroupe pas mal de compagnies américaines en technologie, mais aussi des grosses compagnies dans le monde, en télécom, qui discutent des décisions à prendre et du futur des standards de technologie sans fil. Donc c'est eux qui décident, ok, le Wi-Fi, la prochaine norme Wi-Fi aura tel standard, etc. La 5G, plein de trucs comme ça. Et bah du coup, mais c'est surtout sur le sans fil, donc pas forcément 5G, c'est du sans fil aussi. Mais du coup, cette alliance, association-là, a également retiré Huawei de sa liste temporairement. Ils les ont suspendus, ce qui fait que pour l'instant, Huawei n'a aucun droit de parole sur le futur des technologies sans fil. Pas que le monde occidental. Monde occidental boycotte Huawei. Je sais pas parce qu'il y a des entreprises en Corée et au Japon qui boycottent Huawei également. C'est moins occidental. Je veux dire, il y a des trucs de l'autre côté, notamment genre en Asie, qui boycottent eux aussi Huawei. Donc c'est pas que l'Occident. Bon, voilà. Donc c'est quand même un problème qui est extrêmement compliqué. Ça part dans tous les sens. Voilà. On ne sait pas où Huawei va aller. À l'heure actuelle, tous ceux qui ont des appareils Huawei, ouais, ça changera quasiment pas grand-chose pour vous. Juste que voilà, l'inconvénient majeur pour ceux qui ont des appareils Huawei à l'heure actuelle, c'est que vous n'allez pas avoir de mise à jour de fonctionnalités d'Android. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir profiter d'Android Pie, d'Android Q, etc. Voilà. Vous allez seulement recevoir des mises à jour de sécurité, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà la moindre des choses, je dirais. Vos applications, YouTube, machin, Facebook, Instagram continueront à se mettre à jour. Vous avez toujours accès au Play Store et tout et tout. Tous ces trucs-là concernent seulement les appareils Huawei qui vont sortir après. Donc ils vont être achetés et sortir après le ban. Où là, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que Huawei va continuer à utiliser Android? Est-ce que Huawei va utiliser leur propre système d'exploitation? Vu qu'ils vont plus avoir accès à l'App Store et à tous les services Google, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour contrer ça? Est-ce qu'ils vont mettre en place un nouveau magasin avec des apps, etc. alternatives? Est-ce que les apps les plus connues dans le monde et les plus utilisées, Instagram, Facebook, Snapchat, qu'est-ce que j'ai comme autre application? Laissez-moi voir. LinkedIn, PayPal, toutes les applications bancaires que tu utilises, genre Crédit Mutuel, Banque Nationale, n'importe quoi, Skype, Discord, tout ça. Est-ce que on va avoir des applications qui vont être rendues compatibles par les développeurs sur le nouvel OS de Huawei et sur le nouveau magasin qui viendra avec? Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va pas être le cas? On ne sait pas. Si j'utilise Android, est-ce qu'on pourra toujours télécharger les fichiers d'installation de ces applications-là et les installer nous-mêmes manuellement? Certainement, peut-être. Bref, d'incertitudes à l'heure actuelle. On aura peut-être plus d'informations dans les prochains mois parce que c'est des choses qui avancent assez lentement. Je veux dire, le développement d'un système d'exploitation, ça prend du temps. Même s'ils ont déjà commencé, ça va pas sortir demain. Trouver une alternative pour un magasin d'applications aussi, ça peut prendre un peu de temps et tout et tout. Voilà. Est-ce que d'autres compagnies chinoises de téléphone comme Oppo, Realme, OnePlus, Xiaomi vont aussi avoir droit à un blacklist? On ne sait pas. Est-ce que peut-être le gouvernement américain va revenir sur sa décision et déblacklister Huawei? Aucune idée. Aucune idée. Moi je dirais que ça me fait quand même de la peine de voir ça. Que le fait que les États-Unis aient décidé de blacklister comme ça une compagnie chinoise essentiellement pour des raisons politiques et économiques. Bon, ok, peut-être qu'ils faisaient de l'espionnage, tout le monde en fait, vous en faites aussi, il n'y a pas mort d'homme. Euh, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement américain n'était peut-être pas obligé de bannir totalement et de blacklister totalement Huawei. Peut-être qu'il pouvait blacklister seulement
la partie télécom, la partie network, réseau, qui est celle qui pose le plus problème, parce que c'est pas vraiment les téléphones qui posent problème. Genre, laisser le marché des téléphones et de la télécommunication, de la téléphonie mobile, en dehors de ce blacklist, histoire que Google puisse continuer à fournir ses services, etc. à Huawei. Ils auraient pu faire ça, ça aurait été vachement plus intelligent. Genre, ça aurait été moins con en tout cas. Je sais pas si je peux dire plus intelligent, je pense que moins con est le terme que je choisirais. Parce que de base, c'est pas intelligent, c'est con. Donc on pourrait dire que ça pourrait être moins con. Puis ouais, après ça, quelque part, ça montre aussi à toutes les industries la dépendance qu'on a sur certains services, comme Google, essentiellement. Notamment au niveau des téléphones. Ou même au niveau des PC, on a une énorme dépendance au niveau de Microsoft et de Windows. Oui, il y a des alternatives, macOS, Linux. La meilleure alternative, c'est Linux. Linux, je trouve, je veux dire, si on bannissait Microsoft, on s'en sortirait pas si mal avec Linux, parce qu'il y a beaucoup de programmes alternatifs sur Linux. C'est déjà un OS qui est développé, qui est vieux, qui a beaucoup d'itérations différentes, donc du coup qui est vraiment mature et qui fonctionne extrêmement bien. Et puis il y a plein de gens dans le monde qui utilisent Linux en plus de Windows dans la vie de tous les jours, ou même qui n'utilisent que Linux. Donc voilà, bannir Microsoft, je pense que ça aurait un gros impact, mais tu vois, toutes les compagnies se retourneraient vers Linux. En quoi c'est con? Ben c'est con parce que tu condamnes une entreprise et tu blacklistes une entreprise pour essayer de faire peser ça dans une balance avec des négociations avec la Chine sur les échanges commerciaux avec la Chine en gros. En gros, ce qui se passe, c'est que Trump et la Chine sont en négociation intense pour des échanges économiques. Trump est genre, ok, tout ce qui vient de Chine, ou tout ce qu'on envoie en Chine, ou tout ce qui vient de Chine, on le taxe à 20% en plus pour les faire chier, pour pas acheter des trucs chinois, etc. La Chine fait pareil. Bref, des négociations qui mènent vraiment nulle part. Et histoire d'avoir un plus gros point dans la balance et un plus gros poids dans la balance, Trump dit, ok, on banne Huawei. Parce que Huawei, c'est quand même une énorme entreprise en Chine. Un truc énorme. Donc c'est genre, on banne Huawei. Et là, nous, bah, si vous voulez qu'on débanne Huawei, vous nous donnez des termes dans les négociations qui nous arrangent. C'est-à-dire qu'on va faire, tant que j'ai pas ce qui m'arrange dans les négociations avec vous pour les échanges intercontinentaux entre la Chine et les USA, bah Huawei est ban. Si vous voulez qu'on s'arrange, peut-être qu'on débannera Huawei. Tu vois, c'est genre, il y a comme un peu un chantage, peut-être. Tant qu'il n'y a pas Photoshop et Lightroom sur Linux, je ne bascule pas dessus. Si un jour c'est dispo à voir, oui, mais il y a des alternatives par exemple, tu vois. Sur Linux, il y a des alternatives. Ou sinon, toi, si tu veux Photoshop et Lightroom, tu pourras aller sur macOS. Faire un Hackintosh et installer macOS sur du matériel. T'es pas obligé d'avoir un Mac pour avoir macOS. Hein, les Hackintosh, etc., ça existe. Donc c'est des guerres économiques. Et je trouve ça con de blacklister une compagnie pour avoir un poids. Bah, pour avoir genre. Comme leverage, je sais pas exactement c'est quoi le mot en français, j'ai oublié, dans une guerre économique. Alors oui, l'espionnage c'est aussi un gros problème, mais c'est pour ça que je disais peut-être qu'ils auraient pu blacklister que la section de Huawei qui est la plus problématique, à savoir leurs équipements de réseau et de télécommunications qui font les serveurs, les switches, les puces 5G, etc. Genre ils auraient pu bannir juste ça et pas forcément bannir la partie téléphone mobile qui s'adresse aux plus grands consommateurs. Et oui, on nous espionne, mais tout le monde nous espionne. Huawei, c'est pas eux qui... Enfin, genre, là où les USA ont peur, c'est pour l'espionnage par rapport aux industries. Alors, pourquoi bannir les téléphones qui vont être utilisés par tous les Américains? Bref. Et en plus, on n'a aucune preuve concrète que Huawei a clairement espionné les Américains. C'est juste des allégations et des suppositions. Il n'y a aucune preuve et aucun cas, je veux dire, concret d'espionnage. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça con. Mais c'est pour ça que je disais, si ils avaient banni seulement les équipements de réseau, ça aurait été peut-être moins con. Parce que du coup, ça n'aurait pas impacté le marché des téléphones. Mais voilà. Mais ça fait... tout le monde se rend compte que on est vraiment dépendant de Google, qu'ils ont un empire, et que oui, ils sont américains, mais ça, c'est pas la faute de Google. Genre, ils seraient... genre, je pense que eux, ça les arrangerait de pas dépendre du système, on va dire, de législation américaine dans ce cas-là, quoi. S'ils pouvaient s'expatrier
En Europe, ils auraient été bien contents parce qu'à mon avis, ça les fait aussi chier de devoir arrêter de faire du business avec Huawei. Parce que bah, c'est des clients qui partent, c'est des parts de marché que tu perds, c'est du profit en moins, c'est de l'argent en moins. Donc voilà. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais bon, qu'on peut faire, hein. Google a un énorme monopole, c'est indéniable, et c'est sûr que quand t'arrêtes et quand t'es obligé de couper les ponts avec une des plus grosses entreprises qui a un monopole, ben avoir des alternatives viables, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Personnellement, à choisir, par exemple, je préfère que Google ait un monopole que Amazon ou que Facebook. Je préfère que Google ait un monopole plutôt que ce soit Amazon qui a un monopole ou Facebook qui a un monopole. Parce que Facebook ne fait rien. Facebook n'offre aucun service. Facebook, c'est juste un réseau social et il n'y a aucun service. Maps, YouTube, non, Facebook a rien. Rien. Du coup, si Facebook a un monopole, vu le nombre de problèmes de sécurité qu'ils ont et la tendance qu'ils ont à vendre des informations privées à tout le monde, dans tous les sens, parce que c'est leur seul moyen de revenu, parce que sinon, bah, personne paye Facebook. Enfin, tu sais, genre, sur YouTube, tu regardes des pubs, ça paye, etc. Il y a des gens qui payent pour les services Google, Google Cloud, le Drive, etc. Les gens payent, ça fait des revenus à Google. Sur Facebook, c'est tes informations qui font du revenu. Sur Amazon, également, plus ce que tu achètes avec c'est ce que tu achètes. Donc Amazon a tout intérêt à avoir plein d'informations sur toi et à t'espionner pour savoir ce que tu veux acheter, ce que tu peux acheter, à t'offrir plus de services, etc., etc. À rentrer un peu plus dans ta vie, tu vois. Alors que Google, bah, ils essaient de t'offrir des services, mais tes informations privées, je pense que oui, oui, ils les utilisent à foison, c'est sûr, mais je pense que entre ces trois entreprises-là, c'est peut-être eux qui ont moins besoin de les revendre. Parce que eux vont les utiliser pour leurs services à eux, genre pour Maps, etc., etc. Ah, bref, ils se basent pratiquement exclusivement sur la pub. Oui, c'est ça, mais ça se base sur de la pub, mais, je veux dire, Google te vend pas le produit dont il te fait la pub. Donc, ils te font une pub pour un produit, mais Google te vend pas le produit pour lequel il fait de la pub. Donc, il va pas pousser pour que tu achètes ce produit-là, genre comme un fou. Alors que Amazon, ils utilisent ces informations pour te vendre un produit que tu vas acheter chez eux. Donc, ils ont encore plus de raisons à ce que tu l'achètes parce que tu vas l'acheter chez eux. Donc, c'est du double profit. Genre, s'ils poussent très fort et que tu l'achètes, tu vas forcément l'acheter sur Amazon. Ils ont tout gagné. Alors que Google, s'ils te font de la pub pour un frigo, tu vas pas l'acheter chez Google ton frigo, hein. Clairement. C'est pour ça que ça me pose moins de problèmes que Google ait des infos sur moi que Facebook ou Amazon aient des infos sur moi. Eux, ça me pose plus de problèmes. Et parce qu'à côté, je vois que Google offre beaucoup de services. Drive, Google Documents, donc Google Sheet, Google Word, etc. Maps, et plein d'autres trucs comme ça. Google et d'autres boîtes travaillent avec Huawei pour trouver des solutions, donc moi je dis qu'il faut attendre et qu'il y aura d'autres rebondissements. Certainement, certainement, j'espère aussi. Bon, voilà. C'était un peu la grosse news. Je mettrai pas mal de liens en description. Il y a aussi d'autres gens qui ont fait des vidéos là-dessus, des vidéos un peu plus récapitulatives, parce que là, moi, je parle, et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a également Léo, Techmaker, bien évidemment, qui a fait deux vidéos sur ce sujet-là, donc sur le ban de Huawei et sur les mesures que prend Huawei pour répondre à ce ban-là. Il y a également des vidéos anglaises là-dessus. Un mec qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom, mais il y a aussi MKBHD, donc Marques Brownlee, donc qui fait notamment beaucoup de reviews de téléphone, qui a fait une vidéo récapitulative sur le ban de Huawei, etc. en expliquant. Bon, par contre, c'est de l'anglais, donc il faut que vous parliez anglais. Un frigo Google, non mais tu rigoles, j'achète. Personnellement, si Google faisait un frigo, je pense que j'achèterais aussi, ça serait tellement drôle. Mais vous comprenez le principe, quoi. Donc voilà. UFD Tech a également fait une vidéo là-dessus, mais c'était un autre que je pensais. Je pensais à un autre truc il y a le nom Tech dedans, et c'est une chaîne que je connaissais pas avant. Et j'ai découvert avec cette vidéo-là sur le ban de Huawei, et je retrouve plus le nom. Je sais pas si c'est pas Tech Alzar ou un truc comme ça. Et c'était pas la Linus Tech Tips, non, mais ça je retiens quand même. Bon bref, je mettrai aussi du coup 2-3 vidéos dans la description pour que vous puissiez vous informer avec des vidéos qui soient un petit peu plus récapitulatives. Bon allez,
Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que c'était un bon Tech Talk. Comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.